Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver dans cet enregistrement audiovisuel. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ce qui a été présenté et ce qui a été expliqué au cours de la séance précédente sur la direction. On a dit que diriger, c'est motiver et mobiliser les employés, et dans ce cadre, on a étudié certaines théories de motivation. Diriger, c'est aussi exercer un leadership et gérer les conflits. Donc, au-delà de la motivation, qui vise à inciter les hommes à coopérer, le leadership est l'une des sources d'animation de l'organisation. Donc, le troisième point de ce chapitre sera dédié au leadership. Qu'est-ce que le leadership, ou bien que signifie ce concept de leadership? Le leadership est un terme emprunté à l'anglais qui signifie, selon Marchenet, l'aptitude au commandement tel que le supérieur soit en mesure d'influencer, voire de déterminer les décisions, les actions et en un mot le comportement du subordonné. C'est la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus dans le but d'atteindre les objectifs fixés. Le leadership est aussi l'art d'amener des personnes à accomplir une tâche volontairement. Le leader joue donc un rôle fondamental au sein de l'organisation. C'est lui qui persuade, oriente et convainc les subordonnés de réaliser des objectifs fixés. Donc, l'étude du leadership nous amène à parler des composantes. Le leadership est une relation dynamique entre le leader, les subordonnés et la situation dans laquelle il se trouve. Ainsi, on distingue trois composantes du leadership. Il y a l'autorité naturelle, l'autorité statutaire et le processus d'exercice de l'autorité. Concernant l'autorité naturelle du leader ou son influence interpersonnelle, elle résulte de sa personnalité. Le leader doit disposer des qualités propres, innées ou acquises, et qui vont lui permettre d'inspirer naturellement les personnes à le suivre. Parmi ces qualités, on peut citer l'honnêteté et la sincérité pour inspirer la confiance, le sens de communication, c'est-à-dire savoir écouter et savoir parler afin de défendre ses idées, afin de négocier et de gérer les conflits. Être responsable de ses actes, tenir ses promesses et ses engagements. Avoir une vision, c'est-à-dire savoir où aller, et être prêt à prendre des risques pour atteindre ses objectifs. Il a donc la capacité d'assurer l'adhésion du groupe, l'audace, la curiosité, etc., etc. Concernant l'autorité statutaire, la deuxième composante, c'est la position du leader qui résulte de son statut et de son rôle dans l'organisation, parce qu'il est nommé en tant que leader. Pour ce qui est du processus d'exercice de l'autorité, ça désigne la situation objective à résoudre qui résulte des conditions physiques, de l'état d'information et des objectifs fixés. Parmi les conditions physiques, c'est l'état des machines, des produits. Concernant l'état d'information, ce sont les connaissances, les incertitudes. Et bien sûr, concernant les objectifs fixés, c'est clair. Il s'agit de considérer le leadership à partir de la relation leader-situation, ou bien situation objective. Parler des composantes du leadership nous conduit à parler aussi des styles de leadership. Donc le leader va devoir définir le rôle qu'il veut jouer au sein de l'entreprise et la place qu'il veut laisser aux salariés. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'autorité qu'il exerce et l'autonomie qu'il accorde.
Donc dans ce cadre, il existe de nombreuses typologies de leadership. On peut toutefois parler de 3 styles qui sont avancés par Lewin. Donc il y a le style autoritaire ou bien le style appelé autocratique, le style démocratique et le style permissif ou bien non interventionniste. Concernant le premier style, c'est-à-dire le style autocratique, le leader centralise l'autorité, il décide unilatéralement, il impose ses méthodes de travail, il limite la participation des employés et adopte un système de sanctions et de récompenses directement lié à l'exécution de ses ordres. Dans ce style autoritaire, le leader prend seul les décisions. Ce style autocratique ou bien autoritaire favorise un rendement élevé, mais il crée un manque de confiance et des actes de sabotage. Pour ce qui est du style démocratique, au niveau de ce style, le leader délègue son autorité, il implique ses employés dans le processus décisionnel, il encourage la concertation dans la définition des objectifs et l'élaboration des méthodes de travail. Il cherche à connaître et à motiver ses subordonnés qu'il récompense en fonction des performances réalisées. Donc, le leader pose des limites et laisse les salariés décider. C'est pas comme dans le premier cas, le style autoritaire. Je rappelle que dans ce style, le leader prend seul les décisions, mais au niveau du style démocratique, le leader impose des limites, ou bien il pose des limites, et il laisse les salariés décider. Ce style, contrairement au style précédent, favorise des relations plus amicales et plus chaleureuses. Le troisième style, qui est le style non interventionniste ou permissif, dans ce cadre, le leader laisse toute l'initiative à ses employés. Ils sont libres de prendre les décisions qu'ils jugent pertinentes et de réaliser leur travail comme ils l'entendent. L'inconvénient de ce style est la faible implication du leader, alors que les employés ont toujours besoin d'informations et des consignes de ce dernier. Il convient de noter qu'aucun des styles cités n'existe à l'état pur. Le leadership peut être une mixture d'autorité, de liberté et de concertation. Pardon. Il dépend de la capacité du dirigeant, des motivations des employés et du type de décision prise. De même, qu'aucun style n'est a priori plus efficace que l'autre. C'est au dirigeant de trouver et de choisir le bon style, c'est-à-dire celui qui lui permet de diriger le plus efficacement possible. Il faut noter que chaque style s'adapte au système socio-technique de l'organisation. Par exemple, le style autoritaire convient mieux au travail à la chaîne. Le style démocratique est adopté aux activités semi-répétitives et qui nécessitent une grande coordination, par exemple au niveau des chantiers. Et le style non interventionniste convient à une équipe de vendeurs payés à la commission. Après l'analyse des styles de leadership, passons maintenant à la question: faut-il être manager ou leader? La distinction entre manager et leader n'est pas toujours évidente. Mais si les deux termes sont souvent utilisés comme synonymes, ils ne désignent pas la même chose. Le manager est nommé par sa hiérarchie, c'est-à-dire c'est un chef qui est imposé et possède un pouvoir légitime lié à son statut qui lui confère le droit de récompenser et de blâmer. Sa capacité d'influence se base sur l'autorité formelle. Bien sûr, l'autorité formelle ou hiérarchique qu'il possède et qui est liée à sa position dans l'entreprise. Le leader peut aussi bien être nommé qu'émerger par lui-même d'un groupe.
C'est ce groupe qui lui donne son pouvoir et lui reconnaît une autorité informelle. Donc le manager a une autorité formelle, le leader a une autorité informelle. Le leader tire donc son pouvoir ou autorité des relations qu'il noue avec les autres membres de l'équipe. Il faut noter aussi que le leader dispose de la capacité d'influencer autrui et de mobiliser une collectivité, c'est-à-dire mobiliser un groupe, une équipe, un ensemble de personnes. De ce fait, le leader peut entraîner les membres du groupe hors du cadre défini par l'autorité formelle. Quant au manager, il a pour rôle de définir les objectifs et d'organiser le travail pour atteindre ces objectifs. Contrairement au manager, le leader a une vision et inspire les personnes à faire de cette vision une réalité. Le manager fixe le cadre général. Il est en responsabilité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui a la responsabilité du budget, la responsabilité des évaluations, de l'allocation des ressources disponibles et la responsabilité de la déclinaison de la stratégie. Ça, c'est très important parce que même s'il manage en mode collaboratif, à la fin, c'est toujours le manager qui prend la décision finale. Le leader, c'est quelqu'un qui peut être un manager ou qui peut être un chef de projet, qui peut être un influenceur. C'est lui qui va avoir une vision, un projet et qui va être beaucoup plus dans la conviction, dans l'opérationnel, dans l'influence, dans la réalisation. Donc c'est plus le leader s'implique plus dans l'opérationnel que le manager. À ces différences entre manager et leader, on peut citer le manager sait ce qu'il doit faire, le leader sait ce qu'il faut faire. Le manager gère en s'appuyant sur les compétences déjà acquises. Le leader innove. Il cherche à apprendre afin de développer et de perfectionner ses connaissances. Le manager s'intéresse au système et aux structures. Le leader s'intéresse aux hommes parce qu'il gère un groupement humain. Le manager commande, ça veut dire qu'il dirige. Le leader inspire la confiance, c'est-à-dire qu'il conseille. Le manager a une vision à court terme, donc ça se matérialise par la fixation des objectifs. Le leader a une perspective à long terme, donc il a une vision, comme on a dit tout à l'heure. Le manager demande comment et quand, c'est-à-dire des questions sur le plan opérationnel. Le leader demande quoi et pourquoi. Donc ça touche le long terme, ça touche tout ce qui concerne, si vous voulez, l'aspect stratégique. Le manager contrôle les risques. Le leader prend des risques et cherche à en profiter. Après avoir analysé la différence entre manager et leader, on peut poser la question: faut-il être manager ou leader? En réalité, 3 cas peuvent être distingués pour répondre à cette question. Le premier cas, c'est le cas d'un leader mais non manager. Deuxième cas, un manager mais pas leader. Et le troisième cas, c'est un manager qui est leader. Dans le premier cas, c'est-à-dire le cas d'un leader mais non manager, le leader a de l'influence par son tempérament, par son rayonnement positif et par son ancienneté. Le deuxième cas, où le manager n'est pas leader, dans ce cas, le manager est un bon organisateur, un bon animateur, mais il lui manque l'influence et la vision stratégique.
Le troisième cas, le cas d'un leader qui est manager, c'est-à-dire un manager reconnu pour son leadership par les membres de son équipe, c'est le cas le plus souhaitable, c'est-à-dire c'est le cas idéal si on a un manager qui est leader, car ce manager leader est capable de planifier, de diriger et de contrôler. Et il possède la capacité d'influencer les membres du groupe. Puisque les capacités du leadership constituent un plus pour le manager, celui-là doit être leader. Donc, c'est le cas idéal pour une organisation, d'avoir un manager qui est aussi leader. On a dit que la direction consiste à mobiliser et à motiver les employés. Elle consiste à exercer un leadership, mais il ne faut pas oublier un élément essentiel de la direction, c'est la gestion et la résolution des conflits. Donc, la capacité de gérer des conflits constitue l'une des compétences les plus importantes du manager leader. Avant de commencer à parler de la résolution des conflits, il convient tout d'abord de définir le conflit. Le conflit, si on veut le définir, fait référence à une situation de désaccord ou d'antagonisme entre acteurs, résultant de la perception d'un différend au niveau d'objectifs, différent avec D. Donc, c'est le résultat d'un différend, soit au niveau des objectifs, d'intérêts, de ressources, de méthodes de travail ou d'enjeux. Et ce différend crée ou bien suscite des comportements de perturbation ou de résistance. Ainsi, une situation de conflit peut avoir plusieurs origines. Par exemple, une concurrence pour une ressource limitée, telles que des ressources financières. Concurrence entre, par exemple, la fonction production et la fonction gestion des ressources humaines sur un budget bien déterminé. Chaque fonction essaie de s'approprier de ce budget et de travailler avec. Alors, deuxième exemple, une force de vente pour deux départements différents d'une entreprise. Donc, les deux départements vont être en concurrence sur cette ressource humaine, parce que la force de vente est une ressource humaine. Donc, la concurrence va être entre les deux départements. Qui c'est qui va avoir cette ressource? Ça peut être une concurrence ou bien un conflit au sujet d'une responsabilité qui est mal définie entre un supérieur et un collaborateur. Donc ça aussi, ça peut être une source de conflit. On sait très bien que le conflit est un élément de perturbation de l'organisation. Il peut être aussi un facteur de stimulation. Ça, c'est au niveau de la nouvelle approche. Donc, soit il peut être un élément de perturbation, comme il peut être un facteur de stimulation. Il y a donc trois approches ou bien trois conceptions différentes du conflit professionnel. Et je souligne sur le conflit professionnel parce qu'on est là en train de discuter, en train d'analyser le conflit professionnel. Il y a l'approche traditionnelle, celle humaniste et celle interactionniste. Selon l'approche ou bien la conception traditionnelle, le conflit est naturellement néfaste et doit être évité. C'est-à-dire que le conflit est néfaste ou bien il a un impact négatif sur l'organisation, il faut donc l'éviter à tout prix. Pour l'approche humaniste, le conflit est un élément naturel et inévitable. C'est-à-dire on ne peut pas
l'éviter. C'est un phénomène naturel. Il n'est pas nécessairement mauvais et peut se transformer en une force positive. Mais la troisième approche, et celle qui est la plus moderne, c'est l'approche interactionniste. Elle considère le conflit comme un facteur indispensable de l'efficacité de l'entreprise. C'est-à-dire que pour garantir la viabilité, l'esprit critique et la créativité des équipes de travail, les managers doivent maintenir un niveau minimum de conflit. Ça veut dire que le conflit est nécessaire, même s'il n'y a pas conflit, il faut le créer. Il faut le créer pour assurer la pérennité, pour susciter l'esprit critique et pour créer ou bien pour encourager la créativité des équipes de travail. Donc ça en ce qui concerne les différentes conceptions du conflit. Concernant la réponse ou bien les différentes étapes pour résoudre un conflit. Donc on a un certain nombre d'étapes. L'analyse et la résolution du conflit débutent par l'identification du style de traitement adopté par le manager. Est-ce qu'il va recourir à la compétition, à la collaboration, au compromis, à l'accommodation, à l'esquive, etc., etc. Donc il faut choisir le mode de traitement des conflits. Ensuite, il convient de sélectionner uniquement les conflits qui méritent d'être traités et qui peuvent être résolus. On ne résout pas n'importe quel conflit. Il faut choisir les conflits qui méritent d'être traités. En troisième lieu, vient l'évaluation des acteurs du conflit, leur personnalité, leurs valeurs, leurs sentiments et la détermination de la source du conflit. Et enfin, le manager choisit une stratégie de résolution qui correspond le mieux à son style et aux caractéristiques de la situation. Bien sûr, ce sont les étapes à suivre, mais on peut prendre l'exemple dans lequel on choisit une stratégie basée sur le principe gagnant-gagnant, c'est-à-dire les deux parties doivent sortir avec un gain de la résolution de ce conflit. Lorsqu'on se base sur ce principe, ça c'est un exemple, juste un exemple, quelles sont les étapes à suivre pour résoudre ce conflit lorsqu'on choisit une stratégie gagnant-gagnant. Donc on doit d'abord définir le problème et identifier sa source, c'est-à-dire comprendre les besoins irrationnels derrière le problème. Deuxièmement, il faut chercher des solutions dans le cadre du respect du principe gagnant-gagnant. Pour ce faire, il convient tout d'abord de définir les besoins des deux parties en conflit, de faire preuve d'écoute et de compréhension, de respecter les émotions et les valeurs de l'autre et garder son calme, choisir le bon moment, faire des demandes acceptables pour l'autre et ne pas laisser les frustrations s'accumuler. Voilà ce qu'il faut faire au niveau de la recherche des solutions. Ce sont des éléments à respecter. Je répète toujours, lorsqu'on se base sur une stratégie ou bien sur le principe gagnant-gagnant, parce qu'il y a d'autres options. Il y a l'option de gagnant-perdant. Alors, ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, évaluer les solutions, c'est-à-dire rejeter toutes les solutions inacceptables pour les deux parties. Si aucune des solutions n'est retenue, il faut revenir à la deuxième étape. Quatrièmement, il faut choisir une solution qui doit être mutuellement acceptable, parce que l'objectif est de résoudre le conflit à long terme, et non pas seulement à court terme. Cinquièmement, il faut mettre en œuvre la solution. Et sixièmement, il faut vérifier les résultats, c'est-à-dire est-ce que toutes les parties sont satisfaites. Donc ça, c'est dans le cadre du choix qu'on a effectué, c'est-à-dire choisir le principe gagnant-gagnant, et on a résolu le conflit sur la base de ce principe. Voilà, donc notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et
À la séance prochaine, Inch'Allah.